Les thèmes du 22h ce soir en pleine tourmente médiatique sur le cumul de ses revenus et pressée par le gouvernement aujourd'hui. Christine Boutin abandonne ce soir son salaire de 9 500 € pour une mission sur la mondialisation. Je renonce aux 9 500 € qui m'étaient octroyés de façon légale pour assumer cette mission. Et suite à cette polémique, le gouvernement envisage de changer les règles, notamment pour les ministres qui touchent une pension de retraite. À noter également la réaction de François Fillon qui promet ce soir une doctrine uniforme sur les missions. Feu vert de la CFDT lors de son dernier jour de congrès, un allongement de la durée de cotisation. C'est l'une des pistes qui sera retenue par le gouvernement dans la réforme des retraites. Israël conditionne aujourd'hui la levée du blocus de Gaza à des visites aux soldats Gilad Shalit, capturés en 2006. Dans le même temps, cette déclaration de Mahmoud Abbas qui estime que la solution à deux États commence à s'éroder. Notre invité exceptionnel dans le 22h pour en parler, c'est Théo Klein, ancien président du CRIF et fondateur du Congrès juif européen. C'est dans un instant. Mais on commence tout de suite ce journal par Christine Boutin, au cœur, vous le savez, d'une polémique depuis quelques jours sur le cumul de ses rémunérations, pressée par le gouvernement, notamment par Éric Woerth ce matin, et prise dans une tourmente médiatique. Eh bien, l'ancienne ministre du Logement a fini ce soir par annoncer l'abandon de son salaire de 9 500 € par mois pour une mission menée sur la mondialisation. On l'écoute. J'ai donc décidé de mener cette mission de façon gracieuse en renonçant à mes 9 500 €. Moi, je suis en train de créer une jurisprudence avec cette décision parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation et qui vont aujourd'hui ou demain être confrontés au même problème. Christine Boutin qui était sur le plateau du 20h de France 2 ce soir. Et suite à cette polémique, bien, le gouvernement envisage de changer les règles, notamment pour les ministres qui touchent aujourd'hui une pension de retraite. On voit ça avec Thomas Raguet. L'affaire Boutin aura au moins permis de mettre en lumière une pratique tout à fait légale, le cumul emploi-retraite d'anciens parlementaires. Ce matin, Éric Woerth jetait un pavé dans la mare en proposant une réforme. C'est de rendre, au fond, non cumulable, car c'est ça le problème, la retraite de parlementaire, toucher sa retraite de parlementaire, c'est le cas de Madame Boutin, et une rémunération publique liée à une fonction publique. Donc je pense que ça, c'est aujourd'hui légal, nous pouvons évidemment le rendre illégal et nous pouvons l'empêcher. Christine Boutin n'est pas un cas isolé. Ce matin, Henri de Rincourt, ancien sénateur et actuel ministre des Relations avec le Parlement, nous confiait cumuler les deux revenus. Je n'ai pas le nombre d'années nécessaires pour percevoir la retraite globale de parlementaire. Vous en percevez pas une partie Une petite partie sans doute, oui. Et quand Éric Woerth demande à Christine Boutin de choisir, finalement, ça vous paraît normal ? Ou un peu précipité, justement? Ça me paraît pas. Ce que je pense, c'est qu'en réalité, il faut absolument remettre tout ça à plat. Tout remettre à plat, ce serait aux parlementaires d'en décider dans l'éventualité d'une réforme. Pour certains, il faudra alors bien prendre en compte les cas particuliers. Il y a aussi un certain nombre de collègues, dont je suis, qui est sénateur et qui touche la retraite de fonctionnaire. Parce qu'on a dépassé l'âge de 65 ans même, qui est l'âge légal de la retraite des fonctionnaires, c'est pas 60 ans contrairement à ce qu'on dit. Je perçois, parce que j'ai cotisé toute ma vie et j'ai perçu ma retraite de fonctionnaire, j'aurais été cadre du privé, ça aurait été pareil. La diversité des situations ne manque pas. Outre les activités professionnelles passées, nombreux sont les parlementaires qui perçoivent une retraite pour d'anciens mandats locaux. La suite du 22h dans un instant, on ouvre une page internationale sur le Proche-Orient avec notre invité ce soir, c'est le fondateur du Congrès juif européen, Théo Klein. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images avec Pierre Bonjoseph. Une audition pleine d'émotions aujourd'hui au Sénat. À quelques jours de la remise de son pré-rapport, la mission d'information sur la tempête Oxintia, qui avait fait 53 morts, a auditionné aujourd'hui les associations de victimes, des familles qui ont perdu des proches et qui dénoncent encore aujourd'hui le manque d'informations sur le zonage et pointent l'incohérence et l'inégalité de traitement entre les victimes. Tout à coup, la nuit est arrivée. Hier, pendant 15 minutes, un orage de grêle s'est abattu sur le Doubs. Ce matin, les habitants de Montbéliard se sont réveillés choqués. Toitures abîmées, vitres brisées. À l'usine Peugeot de Sochaux, les verrières n'ont pas résisté à la pluie de grêlons. Des grêlons gros comme des balles de ping-pong. Peugeot a confirmé la fermeture de son site jusqu'à lundi prochain. 7000 salariés sont au chômage technique. Les élus demandent le classement catastrophe naturelle. Ce soir, Météo France maintient son alerte orange dans 8 départements.
En plein désaccord avec ses partenaires du front de gauche, nouveau coup dur pour le PC. Aujourd'hui, 200 responsables, dont les députés Patrick Braouzek et Jacqueline Frey, sont officialisés leur départ du Parti communiste. Et une mauvaise nouvelle de plus, à une semaine du congrès de la formation. Patrick Braouzek avait déjà annoncé son départ en mars après les régionales. Et il justifie son choix par une volonté de se rapprocher de la Fédération pour une alternative sociale et écologique de Clémentine Autain. Moi, je ne quitte pas le communisme, je quitte le parti. Et c'est plus pour moi le parti qui est un obstacle aujourd'hui justement à une hypothèse communiste. Il prône l'arrêt de l'immigration avec les pays musulmans. Hier, le Parti de la Liberté, parti d'extrême droite, est arrivé 3e aux élections législatives aux Pays-Bas. À 46 ans, Geert Wilders a créé la surprise. Sa formation passe de 9 à 24 sièges. En France, le Front National a salué un grand succès. Les libéraux, arrivés en tête du scrutin, vont désormais devoir former un gouvernement de coalition sans exclusion, ont-ils précisé. Ils avaient décidé de boycotter ce film israélien en signe de représailles à l'attaque la semaine dernière de la flottille humanitaire par l'État hébreu. Aujourd'hui, les cinémas indépendants français maintiennent la déprogrammation du film à 5 heures de Paris, et ce, malgré la pression des professionnels du 7e art et du ministre de la Culture. Invité dans le journal de 18h de Public Sénat, le réalisateur israélien Léon Prudovski a réagi à ce qu'il appelle une censure. Je pense que le film a été censuré. Et c'est un film, c'est un roman d'amour. C'est un film israélien aussi. Et parce qu'il est israélien, il est devenu quelque chose sur lequel on applique une punition collective. Il est l'invité exceptionnel du 22h, il s'exprime rarement, on est ravis de le recevoir. Théo Klein, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, vous avez été le président du CRIF de 83 à 89, vous êtes le fondateur aussi du Congrès juif européen, puis vous êtes, j'allais dire, une conscience morale qu'on a envie, qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On va revenir dans un instant sur les conséquences de l'assaut israélien, sur la flottille en route vers Gaza. Il y a eu dans le monde beaucoup de réactions émotionnelles, compassionnelles et même géopolitiques, y compris dans la société israélienne. Il y a de nombreux débats. On en parlera bien sûr dans un instant, mais d'abord, on regarde ensemble les derniers développements avec Paul Sansfourche. Barack Obama accentue la pression sur Israël. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président palestinien, il a critiqué aujourd'hui le blocus de Gaza et a promis une aide de 400 millions de dollars pour ses habitants. Nous savons que la situation à Gaza est intenable. Le président Abbas et moi-même avons eu une discussion approfondie sur la façon dont nous pourrions aider à promouvoir une meilleure approche vis-à-vis de Gaza. Il y a 11 jours, 9 militants pro-palestiniens périssaient dans l'offensive de 6 navires à destination de Gaza. La sanglante offensive embrase rapidement l'opinion mondiale, particulièrement au Moyen-Orient et en Europe. L'ONU demande alors une enquête internationale, une résolution du Conseil des droits de l'homme rejetée par Israël qui propose à la place de créer sa propre commission d'enquête. L'État hébreu de plus en plus isolé, obligé de s'ouvrir aux négociations sur Gaza. Son gouvernement s'est dit prêt aujourd'hui à lever les sanctions contre l'organisation de visite aux soldats Gilad Shalit, capturé en 2006. Un espoir mince pour les Palestiniens, sous blocus depuis 3 ans. Théo Klein, Israël a réussi il y a quelques jours à raisonner dans le calme une deuxième flottille. Qu'avez-vous pensé de l'arraisonnement de la première flottille dans la nuit du 30 mai? J'ai été littéralement accablé par la nouvelle. Évidemment, je n'avais pas tous les détails, j'en avais même aucun. Et ma première réaction a été la disproportion entre cette attaque et la venue de cette flottille. Alors les renseignements et les informations qui ont été diffusées par la suite ont un peu modifié le schéma que j'avais en tête. Et je me suis rendu compte que la flottille, ou tout au moins ce bateau-là dans la flottille, puisque avec les autres il ne s'est rien passé, avait des intentions bien précises. Et que ces intentions ont surpris les Israéliens. Et donc, dans une certaine mesure, étant moi-même aussi israélien, je peux regretter que les renseignements israéliens n'aient peut-être pas été aussi précis qu'il aurait fallu qu'ils soient. Et la difficulté dans ce genre d'opération, c'est que l'armée est faite pour le combat et elle n'est pas faite pour le maintien de l'ordre. Et donc, si vous envoyez des soldats, vous avez toujours des risques plus forts que lorsque vous envoyez
la police ou ce que nous appelons en France la gendarmerie. Et Théo Klein, il y a eu tout un débat sur ceux qui avaient embarqué sur cette flottille, sur leurs intentions. Est-ce que ce sont tous des militants pacifistes qui étaient présents? Non, vous savez, dans ce genre d'opération, il y a toujours des gens de bonne foi qui pensent participer à quelque chose de positif. Il y avait certainement dans la cargaison du bateau des produits qui pouvaient servir au confort, à la nourriture, aux soins des Palestiniens enfermés dans Gaza. Donc il ne faut pas mettre en cause l'ensemble. Mais il semble que ce bateau-là était préparé à un combat. Maintenant, aurait-il décidé de ce combat spontanément si les circonstances avaient été un peu différentes? Aurait-il attaqué de toute façon? Cherchait-il la bagarre ou ne la cherchait-il pas? Et il y a tout de même quelques éléments que l'on a découverts dans le bateau et qui laissent penser que quelque chose se préparait tout de même. Et suite à ce qui s'est passé, Théo Klein, il y a encore aujourd'hui un déluge de réactions internationales, de réactions d'indignation. La France, par la voix de Nicolas Sarkozy, a condamné l'usage de la force. Et on a entendu dernièrement deux intellectuels français, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, qui ont vivement réagi à ces accusations internationales qu'ils jugent excessives. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les réactions internationales ou nationales et qui sont immédiates après un incident sont presque toujours excessives. Et il faut les prendre pour ce qu'elles sont, parce qu'on a besoin de réagir, on n'a pas le temps d'assimiler l'ensemble des informations, et on réagit aussi beaucoup suivant la place qu'on occupe et de la position qu'on a par rapport au problème. Y compris moi-même d'ailleurs. Je pense que je réagis parce que je me sens israélien, que je me sens concerné et que je trouve dommage que des soldats israéliens aient été amenés à tuer des gens. Et chaque fois qu'il y a la mort crée un problème très particulier. Et aujourd'hui, Théo Klein, une commission d'enquête devrait être mise en place. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle serait suffisante si elle est menée uniquement par Israël? Sur ce point, je crois qu'on peut donner une réponse qui est vraiment argumentée. Il y a eu en Israël des commissions d'enquête. Après les événements qui, en 1982, se sont produits au Liban, où une offensive israélienne avait eu lieu, il y a eu une commission d'enquête, et cette commission d'enquête a été sérieuse. Elle a conduit à la condamnation du général Sharon, qui a été interdit du ministère de la Défense et pour un temps très long, puisque même plus tard, lorsqu'il a été chef du gouvernement, il n'a pas cumulé avec la Défense parce que la décision existait encore. Donc je crois qu'il y a une capacité en Israël d'avoir une commission d'enquête qui soit vraiment sérieuse. Ceci étant, je pense qu'il serait convenable, il serait intelligent, il serait habile en tout cas, qu'il y ait des gens, des non-israéliens qui puissent participer à cette commission. Des observateurs internationaux. Après tout, c'est pas un risque. C'est au contraire un argument complémentaire. Alors depuis, les choses ont un petit peu bougé. Théo Klein, Israël conditionne aujourd'hui la levée du blocus de Gaza à des visites aux soldats Gilad Shalit par le Hamas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes confiant sur la... Je regrette une chose. Je regrette que cette condition ne soit pas posée par l'ensemble des nations. Car je veux bien que Shalit soit un prisonnier militaire, mais il existe une Croix-Rouge universelle, il existe des règles, il existe des manières de traiter les prisonniers, et je pense que la demande qui est faite entre à l'intérieur de ces règles, elle est naturelle. Et donc, si Israël le demande, je regrette qu'Israël le demande seul. Je souhaiterais que d'autres pays le demandent avec Israël. Justement, puisque vous employez le mot seul, on dit qu'Israël est aujourd'hui isolé. Est-ce que c'est le cas? Et quelle leçon dans ce cas doit tirer le gouvernement israélien de ce qui s'est passé cette nuit du 30 mai? Là, vous ouvrez un débat. Écoutez, si vous m'accordez 1 heure, je veux bien intervenir dans ce débat. Moi, ma position personnelle par rapport
à la politique israélienne, c'est qu'il n'y a pas de politique israélienne. Il y a des attitudes du gouvernement qui résultent des difficultés qu'il y a entre les partis politiques à s'entendre. Et finalement, on ne s'entend que sur le statu quo. On gère un statu quo. Et quand on gère un statu quo, on est coincé généralement par les événements extérieurs qui se produisent. Et ce que je souhaiterais, mais je le souhaite depuis des années, et je ne vois pas le moment où je cesserai de le souhaiter, c'est que Israël élabore une politique et fasse des propositions. Il faut savoir ce que Israël veut. Israël ne peut pas rester silencieux sur ce qu'elle veut. Alors, le prédécesseur de M. Netanyahou, lui, formulait de temps en temps des propositions. Il a déclaré, ça a été repris par la presse, que la frontière, ça sera la frontière de 67 avec des modifications à négocier. Puis plus tard, il a dit, mais on a avancé dans la recherche de ces modifications. On n'est pas encore arrivé au bout, mais on avance. Donc on sait très bien vers quoi on va, finalement. On va vers 2 États et on va vers une frontière qui sera proche de celle de 67. Bon. Juste, vous avez souvent surpris et vous continuez à surprendre et même à impressionner parce que vous êtes exigeant à l'égard de l'État d'Israël au nom de la laïcité, au nom de la morale, du droit. J'allais vous demander d'où vient chez vous cette exigence. Écoutez, je ne sais pas, mais peut-être des études que j'ai faites, peut-être de la formation que j'ai reçue, et sans doute dans une très forte proportion d'une certaine logique que j'ai appris en France, au lycée, dans les études. Il existe des règles de raisonnement qui sont valables internationalement. Un État doit savoir lui-même quelle est la frontière qu'il souhaite avoir. Et dans cette réflexion sur sa frontière, il doit prendre en compte tous les éléments qui se présentent, y compris le voisin, bien entendu. Et je pense que l'une des difficultés d'Israël, c'est qu'Israël, jusqu'à présent, n'a pas proposé, n'a pas dit, voilà, j'essaye d'obtenir ceci et je voudrais bâtir ma relation avec mes voisins sur telle base. Or, on ne peut pas être un État, même si la population majoritaire dans ce pays est un peu différente de la population des voisins. Nous sommes tous, il faut s'en rappeler tout de même, des Sémites. Nous nous réclamons de cette origine. Nous prétendons qu'Abraham est notre père commun. Et donc, il faut faire cet effort de s'intégrer, et c'est-à-dire de proposer quelque chose, de bâtir une relation. Et ce qui me manque justement dans la politique, ou plutôt dans l'attitude israélienne, c'est l'absence de la construction d'un projet. Merci beaucoup Théo Klein d'avoir été l'invité du 22h. Merci à vous. Et on referme cette page internationale. Retour en France à présent avec cette proposition du ministre de l'Intérieur de changer le code de la nationalité afin qu'un naturalisé devenant polygame perde sa nationalité française. Après la mise en examen pour escroquerie et fraude aux aides sociales hier de Lies et Badj, Brice Hortefeux a jugé anormal qu'on puisse conserver sa nationalité acquise par le mariage si l'on devient polygame. Le ministre de l'Intérieur souhaite donc faire évoluer le droit sur ce point, mais cette adaptation juridique se heurte à de nombreux obstacles. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais on écoute d'abord sur ce point le ministre de l'Intérieur. Lorsqu'un étranger acquiert la nationalité grâce à son mariage avec une Française et que dans les années qui suivent, il vit dans une situation de polygamie de fait en abusant du système d'aide sociale, est-il normal qu'il conserve la nationalité française? Ma réponse est non. Nos invités sur ce thème, c'est le démographe Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de la Drôme. Première question, messieurs. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est si facile de toucher à la nationalité, quel que soit le délit, même si c'est la polygamie? Je pense qu'il faut faire très attention. La polygamie est interdite et il faut être actif pour qu'elle ne prospère pas sur le territoire national. Une fois qu'on dit cela, et on le dit très fermement, il faut le dire très fermement, les conséquences sur la nationalité sont à regarder avec d'infinies précautions. Lorsqu'il y a de fausses déclarations, lorsqu'il y a des abus, quelque part une forme de dol, les choses en effet doivent être regardées. En même temps, l'histoire de la France est faite aussi de moments où la
désinscription de la nationalité s'est faite dans la violence et l'opprobre pour notre pays. Donc, à fond contre la polygamie, à fond contre tous les abus qu'elle recouvre, en particulier un certain nombre d'escroqueries aux aides sociales, la question de la nationalité n'est pas la plus facile à traiter. J'ajoute, sans doute nous y reviendrons, que la caractérisation de la polygamie est difficile, et particulièrement difficile dans une société qui a beaucoup affaibli le mariage. N'oublions pas que la polygamie fait référence au mariage civil, mais ça ne complique pas les choses, car en France, il ne peut pas y avoir de mariage civil, il ne peut pas y avoir de mariage religieux s'il n'y a pas eu préalablement de mariage civil. Et la grande difficulté aujourd'hui est que se sont multipliées les unions de durée et les unions considérées par la société comme légitimes hors mariage, et qu'alors la caractérisation de plusieurs unions légitimes hors mariage est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, on va justement parler de cette évolution avec Hervé Lebras. Est-ce qu'on connaît déjà un petit peu, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'études précises là-dessus, les chiffres exacts autour de la polygamie aujourd'hui? Non, c'est impossible. La seule tentative qui a été faite de chiffrer la polygamie, c'est dans une enquête sur l'immigration qui a été faite par l'INED et l'INSEE il y a une quinzaine d'années, l'enquête dite MGIS. Et en outre, le chiffre qui avait été donné a été l'objet de beaucoup de controverses parce qu'il avait été calculé, je dirais, avec une erreur statistique un petit peu grossière. Et le chiffre était de 12 000 et le chiffre rectifié de 3 000 ménages polygames en France à cette époque. On pense qu'il est même inférieur parce qu'en fait, on a compté plutôt les polygames dont les femmes étaient restées en Afrique. Et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur parle de 20 000 Non, c'est impossible. C'est vraiment le type de données qui est absolument impossible à mesurer. Il faut savoir quand même que même des données assez simples à mesurer sont difficilement atteignables maintenant en France. On est en pleine campagne sur les retraites. On ne connaît pratiquement pas les données exactes sur les retraités. Donc comment voulez-vous qu'on connaisse un phénomène, comme d'ailleurs l'a très bien dit Monsieur Mariton, un phénomène qui en plus de ça est très difficile à caractériser, donc qui échappe très largement à la statistique. Justement, Hervé Mariton, en supposant que cette proposition aboutisse et que polygamie entraîne déchéance de la nationalité, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui a perdu sa nationalité? Qu'est-ce qu'il devient? Un apatride? C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord sanctionner les abus en termes de droits sociaux et le retour à quelle situation. Vous avez raison de poser cette question. On est là dans des questions fondamentales extrêmement délicates. La nation française n'a pas vocation à être dupée par ceux qui auraient abusé. La case retour est assez facile à imaginer pour ceux nombreux qui gardent une nationalité multiple. En plus, la France est assez ouverte, c'est pas le cas de tous les pays, mais la France est assez ouverte à la détention par une même personne de plusieurs nationalités. Donc, dans beaucoup de cas, et probablement dans le plus grand nombre de cas, il n'y aura pas de difficulté. La personne était de telle nationalité et de nationalité française. Elle perd la nationalité française, elle retrouve sa nationalité. Il faut lutter contre la polygamie. Pour vous, c'est un délit, donc c'est la prison. Mais attendez, faisons attention. J'essaie de voir quelle solution on peut trouver à cela, simplement. La solution à trouver, c'est déjà de lutter contre les effets recherchés de la polygamie. Le mouvement important d'escroquerie aux aides sociales, et en particulier tous les abus qui se font autour de ce qui s'appelait avant l'allocation de parents isolés, qui se retrouvent maintenant intégrés dans le RSA, tout ça est l'élément, à mon avis, dominant. Si on lutte efficacement contre un certain nombre d'effets non désirés de la polygamie, alors je pense qu'il y aura moins de polygames. Avec une réserve, je vais prendre une minute, parce que le problème de caractérisation est tout de même sérieux. J'ai publié il y a quelques semaines un papier d'humour, mais je vais vous le résumer rapidement, sur le fait qu'il était aujourd'hui interdit d'avoir des maîtresses en France. Quel est le sujet? Polygamie, j'ai pris le petit Robert que j'offre aux enfants des écoles dans ma bonne ville de Cré dans la Drôme. Polygamie renvoie à polygame, personne qui entretient simultanément plusieurs unions légitimes. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une union légitime aujourd'hui? À l'époque où le mariage ordonnait la société, c'était simple. Plusieurs unions légitimes, ça voulait dire plusieurs mariages. Et d'une certaine manière, on tolérait des maîtresses qui étaient une forme de respiration ou d'hypocrisie de la société.
aujourd'hui, à un moment où on a, et je le regrette, considérablement affaibli l'institution du mariage, et un certain nombre d'évolutions, y compris dans la réforme des retraites, peuvent aggraver cela. Toute union d'une certaine durée est considérée comme légitime, et donc toute simultanéité d'union légitime, en d'autres termes, avoir une maîtresse, est considérée comme étant polygame. Soyons attentifs à ça, parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez caractériser juridiquement la polygamie uniquement par le mariage civil, et qu'est-ce que vous faites des pax, des concubinages? Oui. Alors, la réponse, et on arrive à la fin de ce débat. Deux choses. D'abord, c'est tellement difficile à mesurer que si on a établi des registres qu'on appelle des registres de mariage et des registres de baptême, l'Église l'a fait au XVIe siècle, c'était essentiellement pour pouvoir contrôler la polygamie. Le second point sur les fraudes, il faut aussi tempérer ce qui est dit sur les fraudes parce que les aides sociales concernent les enfants et les enfants, qu'ils soient des enfants de polygames ou qu'ils soient des enfants de monogames, c'est eux qui doivent être aidés par les allocations familiales. Alors je vais vous faire réagir à un sondage, c'est avec notre partenaire lefigaro.fr, vous allez le voir s'afficher sur votre écran, vous voyez la question: polygamie, est-ce un motif suffisant pour perdre sa nationalité? C'est assez tranché, un oui à 81%, non à 17%. Merci messieurs. Hervé Mariton, je ne vous laisse pas partir tout de suite, je pose quand même une question sur l'actualité de la soirée. Vous l'avez entendu comme nous, c'est Christine Boutin qui renonce ce soir à son salaire de chargée de mission. Votre réaction? C'est sage à part de Christine Boutin, de la manière dont les choses étaient engagées. Je pense que si les choses avaient été annoncées d'emblée, probablement est-ce qu'on n'aurait pas été choqué, comme on l'encourage par ailleurs pour tout plein de gens, qu'il y ait un cumul emploi-retraite de Christine Boutin touchant sa retraite d'un côté, ayant un emploi de l'autre. Comme le ministre Rincourt l'exprimait, on veut développer le cumul emploi-retraite partout en France. Simplement, ce serait de bonne pratique quand le gouvernement confie une mission à une personnalité politique importante, que les termes de cette mission soient bien indiqués. Je reviens 30 secondes à la polygamie, parce qu'il ne faut pas confondre avec le sondage du Figaro les effets et la cause. La cause, c'est bien la polygamie elle-même, c'est aussi la confusion de repères de notre société. C'est alors une vraie question de société qu'il faut traiter. Les téléspectateurs qui vous ont écouté ont très bien compris et font la différence. Merci beaucoup messieurs. C'est la dernière page de ce 22h. Elle est économique et sociale à présent avec la CFDT qui donne son feu vert aujourd'hui à un allongement de la durée de cotisation pour la retraite. C'était aujourd'hui lors du dernier congrès de la CFDT à Tours, et puis congrès durant lequel François Chérec a été réélu sans surprise pour un 3e mandat à la tête du syndicat. Ça se passait aujourd'hui. Nous allons passer à présent à notre page économique. C'est tout de suite avec Jean-Louis Gombaud. Nous allons parler à présent de la Banque centrale européenne qui a affiné ses prévisions de croissance. Jean-Claude Trichet, c'est le président de la BCE, a relevé sa prévision de croissance pour 2010, mais on l'apprend, il a abaissé pour 2011. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça va mieux. Ça va mieux, peut-être pour 2011, ça ira un petit peu moins bien que prévu, mais pour 2010, effectivement, on va vers 1% de croissance. Donc on prévoyait jusqu'à présent 0,8%. Et ça confirme des chiffres qui sont tombés aujourd'hui par l'INSEE, avec la production industrielle qui croît depuis 4 mois, et surtout la remontée des créations d'emplois, ce qui ne s'était pas vu depuis 2008. En France, on n'avait pas augmenté l'emploi au cours d'un trimestre entier, et ce qu'on vient de faire enfin au premier trimestre 2010. Donc il y a une petite amélioration. Jean-Louis, il a aussi maintenu, Jean-Claude Trichet, ses taux d'intérêt bas. Est-ce qu'ils vont rester bas dans le moyen terme? Alors, M. Trichet nous a dit aujourd'hui qu'effectivement, il a envisagé de le rester bas encore plusieurs mois, d'autant plus que l'inflation est basse encore. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les taux d'intérêt bas de la Banque centrale européenne confirment un maintien des taux d'intérêt bas, non seulement pour les crédits immobiliers, mais aussi pour les emprunts de l'État. Aujourd'hui, l'État s'endette à des taux exceptionnellement bas. On remarque quand même que depuis une quinzaine de jours, il y a une petite remontée des taux d'intérêt de l'État et surtout un écart entre les taux d'intérêt de l'État français et les taux d'intérêt de l'État allemand. Comme si les investisseurs se disaient, mais enfin, la France, ce n'est pas l'Allemagne, contrairement à ce que c'était déjà depuis plusieurs années. Donc là, il y a un petit changement qui n'est pas de très bon augure. Merci beaucoup Jean-Louis. On s'excuse, on a été un peu pris par le temps. On vous retrouve évidemment avec plaisir dès la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous. Comment se porte la société sud-africaine? Pour le savoir, le réalisateur Michel Pomarède a ausculté l'hôpital de Soweto, le plus grand du monde. The trauma unit itself can see upward of
100, 150, up to 200 patients on a 24-hour call. En marge de la Coupe du Monde de football, ce documentaire nous fait découvrir une autre Afrique du Sud. If I was asked, have they built a hospital and built a staff complement that is truly representative of a reconciled South African population, then my answer is an absolute yes. Bara, l'hôpital de la réconciliation, de Michel Pomarède, un documentaire inédit, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Bienvenue dans Europe Hebdo, nous sommes à Bruxelles, au cœur du Parlement européen. Et dans cette émission, nous recevrons l'eurodéputée française Marielle de Sarnez. Avec elle, nous évoquerons les derniers soubresauts de l'actualité européenne. Et nous irons également au Portugal pour voir les conséquences concrètes de la crise économique. Mais d'abord, le tour d'Europe avec l'Allemagne et son plan de rigueur sans précédent. Climat économique toujours inquiétant en Europe où les plans d'austérité se succèdent. L'Allemagne annonce un plan drastique de réduction de ses déficits. Berlin prévoit 80 milliards d'euros d'économies d'ici 2014. Turbulence aussi en dehors de la zone euro. La Hongrie est dans une situation comparable à la Grèce. La petite phrase lâchée par un officiel hongrois a semé la panique. Le Premier ministre Viktor Orban a lui-même reconnu que son pays était dans une situation budgétaire grave. Conséquence, la monnaie du pays a perdu plus de 5% en 24 heures. Pas de taxe bancaire mondiale. Les ministres des Finances des 20 pays les plus industrialisés n'ont pas trouvé d'accord sur cette mesure destinée à couvrir les coûts d'un éventuel défaut de paiement d'une banque. Certains pays comme le Canada estiment que le poids de cette taxe retombera sur le dos des contribuables. La France espère un consensus au prochain G20 à la fin du mois. La diplomatie européenne à l'épreuve, l'Union tente de jouer un rôle dans la crise déclenchée par l'abordage meurtrier d'une flottille humanitaire dans les eaux internationales. Les 27 pays ont accentué la pression pour obtenir la levée du blocus israélien imposé en 2007 après l'élection du Hamas dans la bande de Gaza. Les appels se multiplient pour que l'Union dirige l'enquête réclamée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour faire la lumière sur l'attaque du 31 mai qui a fait 9 morts et 57 blessés selon un dernier bilan. Et puis la Pologne sur le pied de guerre. Une nouvelle alerte a été décrétée à Varsovie avec l'arrivée d'une seconde vague de crues sur la Vistule. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées dans le sud-est où des digues ont rompu. Les inondations ont fait une quinzaine de morts dans le pays. Elles touchent aussi